Dans cette vidéo, nous allons décrypter l'affiche de la finale de l'Open d'Australie édition 2022 qui opposera Rafael Nadal à Daniil Medvedev. Le premier tentera de décrocher un 21e titre historique en Grand Chelem et le second visera la première place mondiale. Alors, qui va s'imposer? Tout ce qu'il faut savoir sur cette affiche, c'est maintenant, après le générique. Salut à toi, moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, nous on va parler de la finale messieurs de l'Open d'Australie 2022 qui opposera Medvedev à Nadal. On va te décrypter un petit peu cette rencontre, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, étant donné qu'à la fin on va revenir sur les clés tactiques. Qu'est-ce que les deux joueurs vont devoir mettre en place pour faire déjouer leur adversaire ainsi que notre pronostic. On commence tout de suite avec Daniil Medvedev qui est sur la même lancée que Andy Murray. Le Britannique, après son premier titre du Grand Chelem à l'US Open 2012, avait rallié la finale du Grand Chelem suivant. C'était à l'Open d'Australie 2013 où il s'était incliné contre Novak Djokovic. Medvedev, lui, a été titré à l'US Open 2021. Il est en finale à l'Open d'Australie 2022 et il tentera d'être le premier joueur de l'histoire à gagner le Grand Chelem qui suit son premier sacre en majeur. Il a déjà été finaliste à Melbourne, c'était en 2021 où il s'était incliné en 3-7 contre Novak Djokovic. Le Russe était un petit peu passé à côté de cette finale. Il avait très rapidement rendu les armes tant son adversaire avait trouvé des solutions aux problèmes tactiques qui lui posaient par le passé. En 2022, c'est 9 victoires pour une défaite, sachant que Medvedev a perdu seulement un match. C'était en ATP Cup, son match inaugural de la saison contre Hugo Humbert, alors qu'il menait 7-6, 3-0. Il s'est fait remonter pour derrière perdre en 3-7. Pour allier la finale, il est venu à bout de Laaksonen, Kyrgios, VDZ, Cressy, Félix Auger-Aliassime ainsi que Tsitsipas en demi-finale. Il a concédé en tout 5-7. 1 contre Kyrgios, 1 contre Cressy, 2 contre Auger-Aliassime, 1 contre Tsitsipas. Et il a passé en tout 17 heures et 22 minutes sur les courts. Si on revient sur la demi-finale contre Tsitsipas, où Medvedev s'impose 7-6, 4-6, 6-4, 6-1, déjà on peut louer la qualité de ce match, notamment le premier set qui est sans doute, en termes de niveau de jeu, le meilleur set pour le moment de l'année 2022. On a un match-up clairement défavorable pour Stefanos Tsitsipas, comme je vous l'avais expliqué dans la preview, où il neutralise un petit peu son service avec les retours de Daniil Medvedev. Il expose également ses lacunes côté revers, notamment son revers défensif dans la diagonale. Et en plus, Tsitsipas n'est pas un très bon relanceur. Et quand on voit le service de Medvedev, ça risquait d'être très compliqué pour lui. Et c'est exactement ce qu'on a vu, sachant que Medvedev a remis en jeu 76% des services adverses, alors que c'est seulement 51% des services de Medvedev qui ont été remis en jeu par le grec. Alors oui, Tsitsipas a tenté d'être agressif avec 43 montées au filet, 67% de points gagnés, mais il s'est fait contrer par les qualités athlétiques de son adversaire qui se déplaçait très bien sur le court et qui arrivait justement à le passer notamment avec son revers. Et c'est justement l'une des erreurs tactiques de Tsitsipas qui visait beaucoup trop le revers dans ses approches offensives, là où Medvedev arrive parfaitement à contrer croisé ou long de ligne, ce qui n'est pas forcément le cas côté coup droit. Et face à un grec très agressif, Medvedev a aussi dû s'adapter, se montrer beaucoup moins passif et son coup droit long de ligne est plutôt bien passé et a su faire la différence dans ce match. Et quoi qu'il arrive, petit mot sur Stefanos Tsitsipas, ça reste un tournoi extrêmement positif pour le grec. Pour rappel, il revenait d'une opération au coude et faire une demi-finale sur le premier majeur de l'année, c'est quand même un très bon résultat et c'est de très bon augure pour sa saison 2022. Et on pourra également pointer du doigt le drama qu'il y a eu à la fin du second set où le Russe sort un petit peu de son match, où il se plaint auprès de l'arbitre, du coaching du père de Tsitsipas qu'il fait auprès de son fils. Donc c'est une histoire qui va permettre d'alimenter un peu leur bromance d'amour que les deux joueurs ont depuis Miami 2018 et le fameux Bullshit Russian. En tout cas, Medvedev tentera d'écrire l'histoire ce dimanche. Il visera la première place mondiale. S'il s'impose, il délogera Novak Djokovic le 21 février, un an jour pour jour, après sa déconvenue en finale à Melbourne contre le Serbe et surtout ce deuxième titre historique en Grand Chelem, coup sur coup, qui montrerait que le Russe arrive parfaitement à gérer ses émotions et qu'il n'y a pas de phase de décompression après son premier sacre en majeur. Revoilà Rafael Nadal. On retrouve le Mallorquin en finale d'un Grand Chelem, lui qui a mis un terme à sa saison 2021 il y a 6 mois suite à des blessures récurrentes au pied. Le 11 septembre, il va apparaître en béquille où il va tenter une opération
pour aller mieux. On sait qu'il traîne cette blessure depuis le début de sa carrière. Après Abu Dhabi, il était incertain pour l'Open d'Australie, là où il s'était incliné 2 fois contre Murray et Shapovalov. Il va être covidé en fin d'année et pourtant, il est là, il est revenu à l'ATP 250 de Melbourne. Et derrière, il a su tirer son épingle du jeu à l'Open d'Australie, avec certes des déconvenus de ses adversaires potentiels, l'expulsion également de Novak Djokovic, et le revoilà en finale d'un majeur. Et c'est vrai que tel un phénix, il renaît de ses cendres et il continue de nous surprendre. Une histoire qui fait écho un petit peu à celle de Roger Federer en 2017, qui lui aussi, à 35 ans, après un arrêt de 6 mois, avait gagné l'Open d'Australie 2017 contre son plus grand rival, Rafael Nadal. On s'en souvient tous. Est-ce que Nadal va pouvoir le faire lui aussi à 35 ans? C'est ce que nous allons voir. En tout cas, c'est la 17e édition consécutive qu'on retrouve un membre du Big Three en finale à Melbourne. C'est la 29e finale en majeur de Rafael Nadal et depuis 2012, il a remporté toutes ses finales en majeur, sauf celles qui se sont déroulées sur le sol australien. Parce que oui, à l'Open d'Australie, c'est 5 finales déjà, c'est une victoire pour 4 défaites, avec des défaites assez douloureuses en 2012, 2014, 2017 ainsi que 2010. Ce qui fait qu'il comptabilise 71% de victoires lorsqu'il dispute une finale en Grand Chelem. En 2022, c'est 9 victoires pour 0 défaite. Il a été titré aux 250 de Melbourne. Pour celui-ci en finale, il est venu à bout de Giron, Hanfmann, Khachanov, Manarino, Shapovalov et Berrettini. Il a concédé 4-7. 1 contre Khachanov, 2 contre Shapovalov et 1 contre Berrettini. Et il a passé en tout 17 h et 15 minutes sur les cours. Si on revient un petit peu sur sa demi-finale où il s'impose 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 contre Berrettini, là encore, comme l'autre affiche des demi-finales, c'était un match-up défavorable pour l'Italien qui accuse beaucoup trop de lacunes techniques. Côté revers, on sait que dans la diagonale, Nadal étant gaucher, il va forcément se faire punir. Et le slice de l'Italien, c'est du pain béni pour Rafael Nadal qui n'a aucun souci contre ce genre de balle étant donné qu'il a une bonne vitesse d'accélération avec sa raquette et qu'il arrive parfaitement à régénérer du rythme, à réaccélérer cette balle et à faire mal à son adversaire. Au service et dans l'échange, sans surprise, Nadal a orienté le jeu sur le revers de l'Italien. Il s'est montré également affûté du fond du court. Bilan des courses, Nadal a dominé la filière longue quand ça allait au-dessus de 5 frappes. C'est 52 points remportés par l'Espagnol pour seulement 35 pour l'Italien. Et dans la filière courte, c'est 61-56 pour l'Italien. Donc vraiment, Nadal a su créer sa différence dans ces longs rallyes où il a mis sous pression constamment l'Italien, notamment en accent de jeu sur son revers. Berrettini tournait à 67% de première balle, avec une première qui allait en moyenne à 199 km/h. Il n'avait plus servi aussi rapidement depuis son match contre Alcaraz au 3e tour. Et pourtant, ça fait une défaite en 4-7 pour l'Italien. Nadal a fait 2 très bons premiers sets. Après, comme d'habitude, on l'a vu dans chacune de ses rencontres, il y a cette baisse d'intensité, ce coup de mou. Quand la fin d'un set se rapproche, mais il commence un petit peu à se tendre et son adversaire commence à y croire. C'est ce qu'on a vu à la fin du 3e où finalement Berrettini arrivait un petit peu plus à lâcher ses revers. Il faisait beaucoup plus mal, il s'est montré agressif, il a pris le service de son adversaire. Il a un petit peu inversé la dynamique, le momentum. Et comme on l'a vu à Roland Garros contre Novak Djokovic, il s'appuie sur ça et derrière, ça permet de le libérer. Il a même mis quand même 23 points de suite sur son service où il a enchaîné les jeux blancs et Nadal, il a laissé passer l'orage. Et il a profité d'une petite faille à la fin du 4e set pour breaker et s'imposer dans cette rencontre. En tout cas, à chaque fois, Rafael Nadal, dans ce tournoi, malgré ce coup de mou, est sauvé par la qualité de sa première balle. On l'a vu au 5e set contre Shapovalov et dans ce 4e set contre Berrettini, ce qui permet un petit peu de calmer les ardeurs de ses adversaires. Je terminerai par les déclarations de Libéric. À la fin de la journée, sincèrement, c'est bien plus important d'avoir la chance de jouer au tennis que de gagner le 21e. Parce que cela me rend plus heureux d'être capable de faire ce que j'aime plutôt que de gagner un autre grand chelem. En effet, l'Espagnol aura un 21e titre du Grand Chelem dans le viseur. Également la possibilité, comme Novak Djokovic, d'avoir gagné au moins 2 fois chaque tournoi du Grand Chelem. Au niveau des face-à-face, il y a 3-1 pour Nadal. À chaque fois, c'était sur dur. Mais au final, hormis leur première confrontation, ça a toujours été accroché. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées des 2 joueurs pour celui-ci en finale. Force est de constater que le Russe est quasiment meilleur que son adversaire dans tous les compartiments du jeu. Le double d'ace, il passe plus souvent sa première balle, 66% contre 64% pour Nadal, et il est plus performant derrière, 82% pour 81%. Même sur seconde balle, Libéric n'arrive pas à faire la différence. Breaké seulement 5 fois, Nadal aura moins concédé sa mise en jeu que son adversaire. Au niveau des clés tactiques, déjà, selon moi, c'est un match-up que j'adore parce que c'est une réelle partie d'échecs. Les 2 joueurs
vont faire des ajustements tactiques tout au long de la rencontre pour faire déjouer leur adversaire. Au niveau des conditions, le match se jouera en night session à 19h30 à Melbourne, 9h30 chez nous. Il faut rappeler quand même que Nadal a joué 5 de ses 6 matchs en journée, donc il aura sans doute un temps d'adaptation, l'inverse de Medvedev qui a plus souvent joué en night session. Si on revient un petit peu sur les deux joueurs, Medvedev pour lui il a l'avantage de dominer la dynamique du service et de la relance. Contre Tsitsipas qui a très bien servi, il a remis 76% des services de son adversaire en jeu. Contre Nadal, il va faire des retours très longs, très profonds qui vont museler un petit peu le service plus sain de l'Ibérique, ce qui fait qu'il ne pourra pas dominer la filière courte et attaquer cette balle avec son coup droit comme il le souhaiterait. On peut noter également qu'il va agresser les secondes de son adversaire. On se rappelle tous qu'aux ATP Finals en 2020, Nadal avait seulement remporté 37% des points derrière sa seconde balle. Le second avantage du Russe, ce sont ses compétences athlétiques, le fait qu'il soit inépuisable, qu'il soit partout sur le terrain, qu'il défende très bien, ce qui est totalement différent de ce qu'ont pu proposer Mannarino, Shapovalov et Berrettini. Le Français, il a lâché pavillon assez rapidement après cette blessure aux adducteurs dans le tie-break. Et Shapovalov et Berrettini ont des jeux qui sont plus axés sur une filière courte en étant très agressif, très puissant. Donc là, Nadal va devoir faire avec un adversaire qui va lui remettre plus souvent la balle. Et je rappelle que l'Ibérique connaît souvent des coups de mou, des sauts de concentration, un petit moment de décompression dans le match qui peuvent lui être fatales, notamment contre un joueur qui défend très très bien et qui a cette constance du fond du court. Côté Nadal, quels sont ses avantages? Ce qu'il va devoir mettre en place, le slice. On sait que le slice perturbe énormément Daniil Medvedev. Côté revers, c'est une balle un petit peu sans rythme, très basse, ce qui fait que c'est au Russe de générer son rythme, de réaccélérer cette balle, alors que lui préfère s'appuyer sur le rythme de son adversaire. Un schéma de jeu qu'on va très souvent voir, c'est un slice longue ligne de l'Ibérique sur le revers de Medvedev. Pourquoi? Parce que Medvedev aura tendance à jouer une balle court croisée, ce qui va donner une balle facile à attaquer pour Nadal avec son coup droit pour le jouer longue ligne. Ce qu'il avait proposé aux ATP Finals 2020, c'est justement pour contrer ce slice longue ligne, c'est de rejouer avec son revers longue ligne, ça avait mis pas mal en difficulté l'Ibérique. Ensuite, Nadal va devoir varier les hauteurs sur le revers de son adversaire, faire des balles bombées, des balles un petit peu plus basses, toujours dans l'optique que le Russe ne trouve pas son rythme du fond du court. Ensuite, prendre d'assaut le filet pour terminer le point est une stratégie payante. Pour Nadal également, dans ce match-up contre Medvedev, on l'avait vu à l'US Open 2019, 140 points qui avaient été disputés au filet entre les deux hommes parce que Medvedev est très loin sur le court. Donc là, avec une petite volée courte, on peut en profiter. Attention de plutôt volleyer sur le coup droit de Medvedev qui a plus de difficultés à passer qu'en revers où il arrive plus facilement à trouver son revers longue ligne. Et enfin, ce qui va changer également pour Medvedev par rapport à ses précédents adversaires, c'est que Nadal défend très bien, remet toujours une balle supplémentaire et Medvedev peut également se frustrer, lui qui a tendance à se montrer un petit peu passif et peut également aller à la faute. On y est, la partie qui t'intéresse, le pronostic, qui va s'imposer à l'Open d'Australie 2022. Pour moi, je vois une victoire de Medvedev en 5-7. Le Russe avait déjà brisé le rêve de Novak Djokovic du 21e titre du Grand Chelem. Il va faire de même avec l'Espagnol, d'autant plus qu'on se souvient de ce match aux ATP Finals 2020 où Medvedev s'était un petit peu vengé de ce match des ATP Finals 2019 où il avait dominé, il avait eu plusieurs occasions de conclure le match sur son service, où il a servi énormément de fois. Pour le match, il menait 5-1 dans le troisième set en 2019, il a fini par s'incliner. Et en 2020, c'est Nadal qui a servi pour s'imposer en 2-7. Et derrière, il se fait débreaker et c'est le Russe qui s'impose. Là, je vois Medvedev se venger, entre guillemets, de l'US Open 2019 avec une victoire en 5-7 pour lui et ainsi faire comme Marat Safin en 2005 où il avait décroché son deuxième titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie après avoir sauvé des balles de match en demi-finale contre Roger Federer. Ça a été le cas de Daniil contre Félix Auger-Aliassime. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à smatcher le pouce bleu et à me dire en commentaire ce que tu en penses, qui va s'imposer pour toi dans cette édition 2022 de l'Open d'Australie chez les hommes. C'était la dernière preview de cette quinzaine. Toujours un plaisir de partager, de décrypter l'actualité tennis avec toi. Ce dimanche, tu vas retrouver Greg qui va te débriefer les deux finales et on se retrouve ce mardi à 20h pour un live qui va revenir sur l'ensemble de la quinzaine. Comme ça nous laisse un petit peu le lundi pour digérer ce qui s'est passé à Melbourne. Profite bien de ce match qui sera, quoi qu'il arrive, historique et dont on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.